Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais pratiquer un exercice rare, puisque sous vos yeux ébahis, je vais faire mon autocritique. Pourquoi vais-je faire ça? Pour essentiellement deux raisons. La première, c'est que d'une manière, je suis un influenceur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me suivent, et en suivant ce que je fais, je peux avoir tendance à peut-être donner des bornes à leur univers d'investissement, et même si, évidemment, moi je considère que chacun est absolument responsable de ses choix, il se trouve que, bah voilà, par exemple, quand je commence à voir du Main Street Capital dans certains portefeuilles, alors que c'est une boîte qui est pas très connue, quand je vois du Arbor Realty Trust dans certains portefeuilles, alors que c'est une petite boîte pas très connue, je sais que le fait de présenter régulièrement ce que je fais, ça donne des bornes d'univers d'investissement aux personnes qui me suivent, et j'ai donc en partie une influence sur leurs choix, sur vos choix, les amis. Et donc c'est important de partager avec vous au fur et à mesure quand je me rends compte que je me suis peut-être planté ici ou là. La deuxième raison pour laquelle je vais faire cet exercice, c'est parce que vous allez voir que c'est une ode à l'investissement. À quel point les choses qu'on apprend dans le domaine de l'investissement peuvent infuser positivement les autres domaines de notre vie. Alors, ceci étant dit, je vais vous expliquer sur quoi je voudrais faire mon autocritique. La première chose, c'est le fait que j'ai trop longtemps considéré que le dividende, le fait que des entreprises versent des dividendes, c'était un des critères centraux de mes décisions d'investissement. Je nuance immédiatement. J'ai jamais été dans la recherche du yield, je me suis jamais fait avoir par des value traps. Pourquoi? Parce que même si je me focalisais sur des entreprises qui payent des dividendes, le dividende s'était toujours mis en balance avec d'autres critères d'investissement, à savoir je voulais un chiffre d'affaires croissant, ce qui signifie en gros que l'entreprise a un moat, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est capable de gagner des parts de marché. Je prenais également en compte le free cash flow croissant, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans une entreprise qui gagne de l'argent, on est dans une entreprise qui gagne efficacement de l'argent, parce qu'elle dépense pas trop d'argent pour gagner de l'argent. Vous voyez, c'est une entreprise qui est bien géré. Je mettais également le payout ratio dans la balance et la croissance du dividende. Pour moi, c'était ça le carré gagnant, à savoir une entreprise qui est capable d'augmenter régulièrement son dividende sans que ce dividende pèse de plus en plus sur ses finances. Et ça, c'est un indice du fait que l'entreprise est bien gérée, et on peut effectivement vérifier que l'entreprise est bien gérée au regard du chiffre d'affaires et du free cash flow croissant. Pourquoi est-ce que j'accordais autant d'intérêt à cette manière de sélectionner des actions? Il y a d'une part des choses qui relèvent de ma sensibilité. Je suis quelqu'un avec une forte aversion au risque. Je suis quelqu'un qui me suis retrouvé dans des situations difficiles professionnellement, à savoir quand j'ai fait ma transition du monde de la recherche vers mon travail d'entrepreneur que j'ai aujourd'hui. Je me suis retrouvé dans des situations où je n'avais pas d'argent, je n'avais droit à aucune aide parce que je ne savais pas me débrouiller avec la recherche d'aide sociale et ce genre de machin. Et donc il y a vraiment des fois où je me suis dit mais comment je vais faire quoi? D'où va venir l'argent? Ça a un petit peu influencé mon parcours dans la finance, c'est-à-dire que j'investis pour de la sécurité. Et pour moi, il n'y a pas de plus grande sécurité dans la vie que de disposer d'actifs qui nous versent du revenu. Ces actifs, ça peut être un appartement ça fait ça, sauf qu'il faut avoir un énorme capital de départ pour avoir un appartement, ou en tout cas c'est quelque chose qui va peser sur vos finances sur le long terme si vous achetez à crédit, alors que vous pouvez acheter une part d'entreprise, vous pouvez acheter une part d'ETF qui va commencer à vous verser ce flux continu de revenus. Et je me suis pas seulement basé sur ma sensibilité, je me suis également basé sur des études que j'ai régulièrement partagées sur cette chaîne, à savoir que si vous prenez le SP500 et au sein du SP500, vous identifiez le groupe d'entreprises qui ont augmenté régulièrement leurs dividendes et vous comparez au groupe d'entreprises qui ne versent pas de dividendes, eh bien les entreprises à dividendes croissants écrabouillent les entreprises qui ne versent pas de dividendes. Il y a des raisons, si vous voulez, de choisir l'approche à dividendes, mais aujourd'hui, si je suis tout à fait honnête, je me rends compte que par exemple une approche qualité ou une approche croissance, vous savez l'approche GARP, c'est-à-dire Growth at Reasonable Price, ou même une approche Momentum, etc. Il y a des approches de l'investissement qui peuvent facilement battre une approche orientée dividende. Et puis une autre manière de voir ça tout simplement, c'est que il suffit de voir qu'un ETF du Nasdaq ou un ETF du SP500, ça éclate complètement sur le long terme,
comme les ETF qui versent des dividendes. Ça, c'est une manière assez simple de se représenter la sous-performance que vous pouvez avoir avec les dividendes, sachant que ce portefeuille performe quand même pas trop mal, parce que j'ai toujours essayé de créer un équilibre entre des entreprises forte croissance, des entreprises avec un profil mixte et des entreprises de rendement. Aujourd'hui, j'aime toujours autant les dividendes, mais pour d'autres raisons. C'est pour des raisons que, en fait, quand vous commencez à avoir du revenu, vous vous rendez compte que dans des régions collectivistes comme l'Europe, vous vous faites absolument éclater sur votre salaire en termes d'impôt sur le revenu, mais également charge patronale, charge sociale, etc. quand vous versez vous-même votre salaire, si bien que le dividende, même avec l'immonde taxe à 30%, ça vous permet d'avoir au bout d'un moment du revenu qui n'est pas taxé à 60-70%, donc c'est quand même assez intéressant. Donc c'est pour ça que je garde cette approche à dividende, et que ce portefeuille a vocation à être un portefeuille qui me crée du revenu passif, mais je suis également obligé de voir, parce que je fais des expériences par ailleurs, que ce portefeuille que j'ai créé avec une approche différente, on est encore dans des entreprises qui versent des dividendes, mais là pour le coup, j'ai été beaucoup plus attentif à des critères comme le ROE et la marge dans la sélection des entreprises, et le fait est que si vous faites une entreprise donc avec une approche plutôt qualité, vous avez de très grandes chances de battre un portefeuille à dividendes. Donc tout ça pour dire que l'approche à dividendes, c'est une bonne approche, mais ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de votre horizon d'investissement, ça va dépendre de votre sensibilité, et si vous cherchez à maximiser votre retour sur investissement total, c'est probablement pas la meilleure approche. Et donc si vous voulez, partant de cette remise en question initiale, à savoir j'ai accordé trop d'importance aux dividendes dans ma stratégie d'investissement, j'ai décidé d'adopter une autre approche à partir de maintenant, à savoir une approche expérimentale de l'investissement. Donc vous le savez, moi je fais de temps en temps des options, c'est une toute petite partie de mes revenus boursiers, mais je trouve ça intéressant, je trouve ça stimulant, et j'ai bon espoir que le fait de faire des options, ce soit quelque chose qui rapporte de l'argent, mais je ne peux pas seulement me baser sur je pense que ça marche, je ne peux pas non plus seulement me baser sur tiens, j'ai l'impression d'avoir gagné de l'argent avec des options, ou même j'ai gagné de l'argent avec les options. La question c'est est-ce que je n'aurais pas gagné plus d'argent si je n'avais pas fait d'options? Et c'est pour ça que j'ai créé ce petit tableau que je commence à documenter, qui permet de comparer la performance de mon portefeuille tel qu'il existe actuellement avec le scénario fictif dans lequel j'aurai les mêmes positions mais sans faire des options. Et tant que cette petite partie est verte, eh bien on peut dire que la stratégie option fonctionne. Si ça passe dans le rouge, j'aurais perdu non seulement de l'argent et du temps, et à la fin on calculera le pourcentage de surperformance. Ça, si vous voulez, c'est un chiffre qui a priori devrait monter mois après mois à mesure que je vais toucher des primes d'options. Mais on va voir, hein, parce que cette méthode permet de prendre en considération le coût d'opportunité que j'ai. Par exemple, ça prend en compte le fait qu'aujourd'hui je suis en put sur Michelin. J'ai en quelque sorte un coût d'opportunité par rapport au prix auquel cote actuellement Michelin. Et donc cette méthode permet de prendre en compte le coût d'opportunité. Pour le moment ça marche, mais on verra à la fin de l'année si l'approche option, c'est une approche qui est efficace. Et donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à avoir une approche expérimentale, et bien après il faudra prendre des décisions en conséquences, et c'est ce que je ferai. Si je vois que les options sont rentables, eh bien je déciderai peut-être d'augmenter le nombre de lignes sur lesquelles je fais des options, et si je vois que les options c'est quelque chose qui n'est pas efficace, j'adapterai également mon approche d'investissement en conséquence. Et puis évidemment, vu qu'on en est à faire de l'auto-critique, c'est la même chose avec les cryptos. Vous savez, moi j'ai cette conviction que en tout cas le Bitcoin et l'Ethereum, ce sont des actifs qui sont essentiellement spéculatifs. Alors évidemment, vous savez que dans l'univers de la crypto, vous pouvez imaginer d'utiliser les cryptos pour faire quelque chose qui s'approche à du private equity. C'est ce qu'on a vu par exemple avec Realty. Quand Realty fait une levée de fonds en émettant des tokens, ben voilà, c'est un petit peu de l'investissement dans du private equity. Donc c'est-à-dire que ce système qui existe parce que le Bitcoin a été créé, ce système qui existe parce que l'Ethereum a été créé, permet de produire une économie dans laquelle il y a effectivement
effectivement des services qui sont vendus, il y a effectivement de la valeur qui est créée, ça je ne le nie pas, mais je maintiens que Bitcoin et Ethereum, ce sont des actifs qui sont essentiellement spéculatifs. Mais imaginons que je tienne constamment un discours crypto-sceptique sur cette chaîne et que j'influence des gens en tenant un discours crypto-sceptique sur cette chaîne et que nos portefeuilles là, nos portefeuilles de papa qui performent pas mal, hein. Moi je suis content des performances de ce portefeuille, il me rapporte 10, 11, 12% par an, c'est exactement ce que j'attends d'un portefeuille. Mais si on compare ça avec à côté des gens qui sont en train d'exploser tout sur leur passage, qui apprennent des choses parce que c'est très intéressant, qui possèdent véritablement leurs actifs parce qu'ils sont déposés directement sur leur wallet, on passe à côté de quelque chose qui est stimulant, on passe à côté de quelque chose qui est intéressant, et on passe à côté de quelque chose qui est rentable. Mais encore faut-il le démontrer, et c'est pour ça que j'ai mis en œuvre cette nouvelle expérience, cette expérience où on va comparer un DCA dans un portefeuille crypto tout simple, composé d'un équivalent Ether sur la blockchain Gnosis, d'un équivalent Bitcoin sur la blockchain Gnosis. Pourquoi? Pour avoir des frais ultra limités et pour pouvoir y aller euro par euro. Et il y a également une partie de cash dans ce portefeuille et on va comparer au fur et à mesure la performance de ce portefeuille par rapport à la performance d'un ETF du SP500. Aujourd'hui, les chiffres que vous avez, ça n'a pas de sens, hein. Vous savez, dire oui, le portefeuille crypto bat le SP500, vous vous rendez bien compte que ça n'a pas de sens. Ça aura du sens sur 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. On va essayer de tenir cette comparaison qui est une vraie bonne comparaison, parce que je fais effectivement un DCA, c'est-à-dire toutes les fois que je mettrai une pièce dans les cryptos, je mettrai également une pièce dans un ETF du SP500 au cours auquel il cote. Encore une fois, je me suis vraiment pris le chou avec ce machin, mais pour le moment ça a l'air de fonctionner, donc on va continuer à faire ça, et je vous tiendrai au courant de cette expérience, comme ça vous aurez également ce point de vue sur cette chaîne, et si ça vous donne envie d'en apprendre plus sur cet écosystème, eh bien, grand bien vous fasse, sachant que vous êtes évidemment les seuls responsables des décisions que vous prenez et que les décisions en matière d'investissement peuvent vous faire perdre tout ou partie de votre capital. Vous avez vu comme je deviens professionnel. Donc, ceci étant posé, j'en viens maintenant à la leçon plus philosophique de cette vidéo. C'est quand même intéressant, même dans un domaine comme la finance, on peut avoir des dogmes, on peut avoir des biais de confirmation, mais ce qui est super intéressant dans une discipline comme la finance, c'est que vous pouvez assez rapidement faire des tests, et si vous êtes dogmatique, la sanction est immédiate, c'est que vous perdez de l'argent. Et je trouve que cette incitation à se dire, voilà, je vais avoir la possibilité de gagner de l'argent si je recalibre mes connaissances, c'est une incitation qui est suffisante pour cesser d'être dogmatique. C'est ce que je vais essayer de faire sur cette chaîne à partir de maintenant, faire un maximum de tests pour prendre des décisions d'investissement les plus éclairées et les plus raisonnables possibles. Je pense que ça va être intéressant pour vous parce que au fur et à mesure, je partagerai avec vous la manière dont je programme ces tests pour que vous puissiez également avoir une approche raisonnable de l'investissement. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir dans quelle mesure on est capable d'appliquer une méthode expérimentale à d'autres domaines de notre vie. Et je pense évidemment au domaine des croyances, quand vous commencez à rentrer dans le domaine de la politique, la polarisation, c'est quelque chose qui vous pousse à mettre votre esprit critique sur off. Allez voir ma dernière vidéo et le billet que j'ai posté sur la chaîne principale, sur la chaîne de rhétorique à ce sujet, c'est assez éclairant, et c'est d'autant plus difficile de changer nos croyances, de changer nos convictions dans des domaines comme la politique, comme le terrain des valeurs, que vous n'avez pas cette preuve, définitive du type tes croyances, tes convictions te font perdre de l'argent. Moi j'en suis persuadé. Si vous me demandez, je pense que si vous êtes d'extrême gauche, tendance collectiviste, c'est normal que vous ne gagnez pas d'argent. Votre représentation du monde qui vous pousse à croire que votre seule chance de vous en sortir, ce soit qu'une invisible de l'État bienveillant répartisse mieux les richesses. Et de la même manière, je suis absolument convaincu que si vous êtes plutôt libéral, donc humaniste, à savoir, je pense que l'homme n'est pas déterminé, je pense que l'homme a la capacité à progresser, à grandir, à se développer par son savoir, eh bien vous avez beaucoup de chances d'arriver beaucoup plus haut dans la société que de là où vous êtes
partie. Donc ça, ce sont des convictions fortes. C'est évidemment beaucoup plus difficile de faire des tests pour vérifier si elles sont effectivement justes. Et je pense que ça va être intéressant de voir si le fait de, dans un petit domaine de notre vie, à savoir l'investissement, commencer à prendre des décisions qui sont appuyées sur de l'expérience, est-ce que ça pourrait pas faire de nous des personnes meilleures dans d'autres domaines? Je vous laisse réfléchir à ça. En tout cas, on va essayer de partir de ce domaine de l'investissement pour que ça ait une influence positive sur le reste de notre personnalité. Je pense que je vous ai fait une vidéo qui mérite un gros like, qui mérite un abonnement, qui mérite un maximum de partage. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec le courtier que j'utilise, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais, et pourquoi pas vendre des options si vous pensez que ça peut vous aider à améliorer vos performances. Vous avez aussi cette vidéo, mon lien de Giro affilié, et grâce à ce lien, vous aurez 100 € de frais de comptage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir la première position de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, très important, nouvelle vente de petites maisons à Détroit ce soir sur la plateforme Realty. Donc je vais choper celle-là, car je trouve le rendement raisonnable. Vous pouvez en prendre d'autres, hein. Bon, j'avoue, je vais éviter les maisons qui sont plutôt aux alentours de 9% de rendement. Oui, je sais, il n'y a pas que le rendement dans la vie, mais voilà, on se refait pas. Donc je vais choper un morceau de celle-là et probablement un morceau de celle-là. Je vous rappelle que Realty, c'est une plateforme qui vous permet de vous construire un portefeuille d'immobilier tokenisé. Vous voyez là mon portefeuille, j'ai investi pas mal dedans, je suis très content, les loyers tombent comme des horloges tous les lundis. Les loyers, je peux les réinvestir pour acquérir toujours plus de propriétés. Et je commence à comprendre tout le potentiel de Realty, justement parce que j'ai commencé à regarder un petit peu au-delà, à étendre mes bases autour de ce petit bastion que je me suis constitué avec Realty. Parce que les loyers que vous recevez avec Realty, vous pouvez les réinvestir dans des propriétés, mais vous pouvez décider également de les mettre sur le RMM de Realty pour avoir, je sais pas, du 10,22%, ça c'est une possibilité. Et une fois que vous êtes rentré là-dedans, vous vous rendez compte que vous pouvez acheter du Bitcoin emballé, vous pouvez acheter de l'Ether emballé, enfin vous avez une porte d'entrée vers cet univers qui est quand même assez intéressante. Et vous pouvez pourquoi pas changer de blockchain et aller chercher plutôt du 22%, enfin bref, ne faites que des choses que vous comprenez. En tout cas, ce soir, vente chez Realty. Quand vous chopez des propriétés comme ça, vous commencez à avoir des distributions de loyers, vous en ferez ce que bon vous semble. Et si vous voulez commencer l'aventure avec Realty, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.